transition est toute trouvée avec la prochaine partie qui concerne en fait les données personnelles. Au niveau des bénéficiaires effectifs, on vient de le voir, on va devoir mettre à disposition un certain nombre d'informations sur ces personnes-là. Parmi ces informations, il y a des données personnelles. Eh bien, dans le cadre en fait, de la lutte contre la 4e directive, les règles relatives à la protection des données personnelles sont précisées. Alors, ça, c'est une nouveauté. Donc, on a bien sûr en fait, le cadre réglementaire par rapport à la protection des données personnelles en fait, qui subsiste et qui va être renforcé avec la directive qui arrive bientôt. En revanche, là, au sein de la directive, on a des précisions sur les données à caractère personnel, le respect des règles sur les données à caractère personnel. Donc, le point, il y a deux points en fait importants. Le premier, c'est le fait que, de façon, je dirais, assez centrale par rapport en fait, à ces dispositions sur les données personnelles, on va restreindre l'utilisation des données personnelles uniquement au traitement uniquement utile à l'exercice de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça veut dire que toutes les données qui vont être collectées, ça paraît une évidence, mais c'est précisé en fait dans la directive, on ne pourra pas les utiliser à d'autres fins, notamment à des fins commerciales. Donc ça c'est extrêmement important. Ça signifie que les établissements doivent être en mesure de tracer les traitements qui sont réalisés, l'ensemble des traitements qui sont réalisés par leurs établissements sur les données personnelles qui ont été collectées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le deuxième point, c'est un point qui concerne la gouvernance des données. On avait déjà eu un atelier en fait sur le sujet. C'est le fait que ces informations-là ne pourront pas être conservées plus de 5 ans à l'issue de la fin de la relation d'affaires. Hein? Donc soit c'est un client qui était client depuis longtemps et puis il n'a pas eu de transaction depuis un certain nombre d'années, on considère que la relation d'affaires est terminée, soit c'est une transaction ponctuelle et en fait cette durée en fait, de 5 ans commence à partir du moment où cette transaction est terminée. Le dernier point par rapport à ces règles-là, c'est qu'il convient d'informer les clients sur les traitements qui sont réalisés sur les données personnelles qui sont collectées. Donc on retrouve les informations classiques sur l'identité du responsable du traitement ou alors les précisions sur la finalité du traitement. Donc là, au-delà des traitements qui sont autorisés sur les données personnelles, on retrouve un élément clé de la directive sur la protection des données, c'est le fait d'informer le client. Donc c'est le droit à l'information, le droit à la modification de ces données personnelles. Alors, autre élément très important de la 4e directive, c'est la partie en fait sanction. Jusqu'à maintenant, la réglementation européenne faisait largement référence au droit national pour mettre en œuvre en fait les sanctions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Désormais, elle intègre pleinement ces dispositions-là. Donc on a une harmonisation au niveau européen des sanctions. Donc, les situations, je dirais, dans lesquelles les sanctions sont applicables sont précisées. Donc, on parle d'infractions graves, répétées et systématiques. Et on liste en fait les différentes situations dans lesquelles ces sanctions peuvent être appliquées. Notamment, on voit que en cas de non-respect
des règles en matière de conservation en fait, des données. Hein, on verra qu'il y a ce type d'enjeu-là au niveau en fait, du règlement européen. Eh bien, on peut avoir en fait, des sanctions. On peut également avoir des sanctions si le dispositif de contrôle interne n'est pas adapté ou n'est pas suffisant. On peut également avoir des sanctions en cas de manquement aux obligations en termes de KYC, Know Your Customer, et également en cas d'insuffisance du système de détection des transactions globales. Donc ça, c'est les différentes situations. Donc le principe de base, c'est que on peut avoir des sanctions pécuniaires d'un montant égal au moins au double du montant de l'avantage qui est tiré de l'infraction, avec un montant d'amende qui est d'au moins en fait 1 million d'euros. Donc soit effectivement c'est le double de l'infraction, soit si c'est inférieur à 1 million, c'est au minimum d'1 million. Donc ça c'est le principe de base. En revanche, pour les établissements de crédit et établissements financiers, la sanction maximale est en fait de 5 millions d'euros, ou au moins 5 millions d'euros, ou 10% du chiffre d'affaires annuel total. Donc on est quand même sur des montants qui sont très conséquents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sanctions s'appliquent également en fait aux personnes physiques, aux dirigeants de ces établissements-là, mais également aux responsables en charge de l'application de ces règles. Là, le périmètre n'est pas exactement précisé, mais on parle bien des responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et également en fait des responsables de conformité. Ça, c'est des éléments qui sont, je dirais, nouveaux et relativement impactants. Et le dernier élément, c'est le fait que ces sanctions sont publiées sur les sites internet des autorités compétentes, avec bien sûr un impact sur la réputation des établissements. Alors, on a fini en fait pour la présentation en fait la directive, des impacts en fait, en tout cas des nouvelles règles concernant en fait la directive européenne. Donc, pour rappel, ce règlement concerne les transferts de fonds, donc uniquement les transferts de fonds, et il sera applicable au plus tard au 26 juin 2017. Donc, il a deux objectifs ce règlement. Le premier, c'est d'améliorer la traçabilité en fait, des paiements. Et le deuxième, c'est d'améliorer la transmission des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Donc ces deux objectifs en fait se rejoignent, mais là l'idée du règlement c'est vraiment en fait de renforcer l'information à la fois sur l'émetteur du transfert de fonds, donc le donneur d'ordre, mais également en fait sur le bénéficiaire. Alors, l'autre nouveauté, qui peut parfois être ambiguë, c'est qu'il devra y avoir, cette information devra être présente, mais également les prestataires de services de paiement devront vérifier que l'information est exacte. Et désormais, auparavant, la vérification concernait uniquement les transferts de fonds supérieurs à 1 000 euros. Désormais, cette application, le principe, écoutez bien, le principe de l'application, c'est que c'est à partir du premier euro, mais uniquement pour... mais on considère que cette obligation-là s'applique uniquement pour les transactions qui ont un risque aggravé. Donc notamment pour vraiment des virements, par
par exemple, qui concerne en fait la monnaie électronique en fait anonyme. Donc si vous avez un risque aggravé, c'est à partir du 1er euro. D'accord. Donc si vous avez pu, par votre approche par les risques, collecter en fait des éléments par rapport aux produits, ou par rapport en fait aux pays, d'émission ou de destination, qui vous font penser en fait qu'il y a un risque aggravé, à ce moment-là, c'est dès le 1er euro. En revanche, s'il n'y a pas, je dirais, grâce à votre approche par les risques, de classification en risque élevé, c'est à partir en fait de 1000 euros. Vous devez mettre en œuvre ces obligations en fait de vérification. Toutes les informations qui sont collectées sur les émetteurs de transfert de fonds et les bénéficiaires doivent être conservées pendant 5 ans à l'issue de l'exécution du virement de fonds. Donc là, on retrouve en fait les obligations, toutes les obligations de conservation qui sont importantes. On a vu en fait dans la directive européenne, qui existait déjà mais qui ont été renforcées, qui peuvent faire l'objet de sanctions. Et le dernier élément, c'est le renforcement des pouvoirs de sanction des autorités européennes en cas de manquement à ces dispositions, notamment de collecte d'informations sur les bénéficiaires et les émetteurs en fait, de fonds, et également par rapport aux obligations de vérification que ces informations sont bien complètes, pertinentes et qu'elles ne sont pas falsifiées, qu'elles sont authentiques.